Le froid du brouillard matinal se mêle à l'odeur du sang et de la fourrure mouillée. À travers les nuages bas, on entend le souffle rauque d'hommes qui sont sur le point de s'affronter. L'un d'eux lève au-dessus de sa tête une longue lame capable de fendre un bouclier en deux. Il ne s'appelle ni Dieu, ni héros, mais simplement guerrier. Pourtant, il tient dans ses mains le symbole de la fureur et du pouvoir des Vikings, la hache danoise. Pourquoi cette arme en particulier est-elle devenue un signe de terreur, même parmi les chevaliers revêtus d'acier? Et comment une simple lame de fer pouvait-elle briser les lois du combat? La réponse est plus profonde qu'il n'y paraît, et elle est liée non seulement au métal, mais aussi à la nature même de l'homme. Les archéologues ont trouvé des haches similaires dans des sépultures de la fin du Xe siècle sur le territoire du Danemark, de la Norvège et de l'Angleterre. Leur forme, une lame allongée de près d'un demi-mètre sur un long et léger manche en frêne, ce n'est pas un outil, mais une merveille d'ingénierie réfléchie, conçue pour une force de frappe maximale. Selon les témoignages des chroniqueurs, seuls les meilleurs possédaient une telle arme, ceux que même les leurs craignaient. Cette arme était appelée Brodess, en traduction de l'ancien anglais, large lame. Mais cela sonne plutôt comme un avertissement, un seul mouvement, et le corps, protégé par la cotte de maille, s'ouvre comme un tissu. La lame elle-même était fine, légèrement courbée pour ne pas s'enfoncer dans l'os, et le long manche permettait de porter des coups, comme un coup de marteau, avec une inertie telle que même les côtes sous l'armure se brisaient. Imagine cette scène. Tôt le matin, la vapeur au-dessus du marais, une dizaine d'hommes en tunique de laine. L'un d'eux fait un pas en avant, son souffle se mêle au cri des mouettes. Il lève sa hache. Le soleil glisse sur le fil de l'acier, et à cet instant, l'ennemi ne voit pas un homme, il voit la mort. Les historiens ont écrit que la hache danoise s'enfonçait dans l'armure comme une pelle dans la terre molle. Le terme sans lequel il est impossible de comprendre ce moment est berserk. C'est ainsi qu'on appelait les Vikings qui tombaient dans une folie guerrière. Ils ne ressentaient pas la douleur, n'entendaient pas les ordres, ne connaissaient pas la peur. Leur corps était comme sculpté dans le bois et leurs mouvements comme ceux d'un ouragan. Au combat, le berserk se transformait en l'incarnation de la force, et la hache danoise était le prolongement de cette fureur. Mais qu'est-ce qui la rendait réellement invincible? Pourquoi un métal, forgé à partir de simple fer, s'est-il avéré plus fort que toutes les protections du Moyen-Âge? La réponse est cachée dans une technologie que les forgerons modernes appellent la soudure damassée. C'est une méthode par laquelle des bandes de fer de qualité différente étaient tordues et assemblées en un tout, créant à la fois flexibilité et solidité. Une telle lame ne se brisait pas à l'impact, elle vivait avec la main. Selon diverses sources, chaque hache de ce type pouvait peser environ 2 kg. C'était suffisant pour maintenir la vitesse de la frappe sans surcharger l'épaule. Le Viking tenait l'arme à 2 mains, tel un danseur guidant sa partenaire. La lame ne se contentait pas de descendre, elle tournait, gagnant en puissance à chaque centimètre de sa course. Les reconstructeurs modernes affirment qu'un coup de cette hache peut percer même un casque d'acier de 2 mm d'épaisseur. Et maintenant, imagine, à cette époque, il n'existait pas de casque avec des nervures de renfort, et la cotte de maille ne protégeait que des coups d'estoc directs. Un seul coup précis, et le destin était scellé. Mais la véritable force de la hache danoise ne résidait pas dans le métal, mais dans les mains de ceux qui la maniaient. Chaque guerrier passait par des années d'entraînement au combat, et pas seulement pour tuer, il croyait que le combat ouvrait la voie vers Odin. Chaque coup était une prière, chaque frappe un défi aux dieux. Et pourtant, malgré cette fureur sacrée, la hache danoise n'était pas l'arme du guerrier de masse. Seuls ceux qui maîtrisaient un art particulier de l'équilibre entre la vie et la mort, entre la raison et la folie, pouvaient la brandir. C'est ainsi que naissent les légendes qui traversent les siècles, et lorsque le fracas des haches se mêlait au rugissement du vent du nord, la terre tremblait. Mais ce n'était que le début, le moment où la puissance de l'acier s'est unie pour la première fois à la fureur humaine.
Plus tard, ce lien se transformerait en quelque chose de plus grand, en un symbole de pouvoir et de terreur qui a changé à jamais le visage des batailles médiévales. La flamme des feux de camp se reflète sur les lames. Le vent de la mer sent le sel et le sang. La nuit précédant la bataille, la plus longue dans la vie de tout guerrier. Les Vikings ne priaient pas en silence, ils aiguisaient leurs armes. Chaque cliquetis sur la pierre résonnait comme une promesse. Parmi la multitude d'épées et de lances, la longue hache se distinguait. Elle ne pouvait être cachée, ni utilisée dans une mêlée serrée. Elle exigeait de l'espace. Elle exigeait un rythme. Celui qui la maniait ne contrôlait pas seulement le fer, il contrôlait le temps du combat. Les archéologues, ayant étudié les découvertes sur l'île de Fioni, affirmaient que beaucoup de ces haches avaient des manches d'une longueur allant jusqu'à 1,20 m. Ce n'était pas un hasard. Une telle longueur permettait de porter un coup à une distance que le porteur d'épée ne pouvait plus atteindre. C'est pourquoi les combattants à la hache devenaient le centre de l'attaque, le point d'où commençait le chaos. Quand la hache danoise pénétrait les lignes ennemies, les rangs se dispersaient, comme s'ils étaient balayés par une tempête du Nord. Une telle arme exigeait une coordination incroyable. Un seul faux pas, et le coup emportait la tête non pas de l'ennemi, mais d'un camarade. C'est pourquoi il existait un titre spécial, le Huskarl. C'étaient les gardes du corps personnels du Konung, l'élite des guerriers du Nord, maîtrisant les haches à la perfection. Les Huskarls étaient considérés comme un symbole de loyauté et de force. Leur présence aux côtés du chef inspirait confiance aux alliés et terreur aux ennemis. Les Huskarls ne s'entraînaient pas seulement à combattre, ils apprenaient à sentir l'inertie. Retenir une hache à 2 mains après un coup, c'est comme arrêter un rocher en plein vol. C'est pourquoi ils utilisaient une technique spéciale. Au lieu de frapper de haut en bas, ils lançaient la lame en arc de cercle, transformant chaque coup en un geste souple, presque chorégraphique. Les escrimeurs modernes disent que ce mouvement est plus proche du coup de marteau d'un forgeron que du coup d'un épéiste. Ces combattants portaient des cottes de mailles faites de milliers d'anneaux de fer, pesant environ 12 kg. Sous la cotte de maille, une épaisse laine absorbant la sueur et amortissant les coups. Sur la tête, un casque de fer avec un nasal. Et pourtant, aucun de ces éléments ne protégeait de la hache danoise. Un seul mouvement et le coup passait en diagonale, comme si la hache traçait une ligne de destin. La philosophie même du combat viking était basée sur l'idée de la percée. Leur tactique, que les historiens appellent le cochon, une formation en coin où les rangs avancés brisaient les défenses de l'ennemi. Et maintenant, imagine que l'homme à la hache se tenait à la pointe du coin. La première seconde de l'affrontement décidait de tout. Un coup de haut en bas brisait les boucliers, coupait les lances et ouvrait la voie aux autres. Les sources historiques, y compris les chroniques de la chronique anglo-saxonne, mentionnent la bataille de Maldon à la fin du Xe siècle, où les Vikings ont utilisé précisément cette tactique. C'est alors que les anglo-saxons ont été confrontés pour la première fois à l'utilisation massive des haches danoises. L'un des chroniqueurs a écrit « Ils frappaient comme si les marteaux de Thor eux-mêmes s'étaient abattus sur notre terre ». Ce n'est pas une exagération poétique, c'est l'observation d'un témoin oculaire. Le terme qui définissait la force des Vikings à ce moment-là était « ougre ». En traduction du vieux norrois, feu intérieur, détermination. Sans lui, un homme ne pouvait être un guerrier. Le hugge était ce qui transformait un simple paysan en berserk, et un berserk en légende. Quand un homme prenait la hache, il devait sentir ce feu à l'intérieur. Sinon, l'arme ne lui obéirait tout simplement pas. Cette ardeur intérieure se combinait à une connaissance pratique du métal. Les forgerons du Nord, travaillant dans des conditions climatiques rigoureuses, savaient que le fer doux se plierait et que le fer trop dur se fissurerait. C'est pourquoi ils créaient une structure spéciale, de l'acier dur sur le tranchant de la lame et du fer doux au centre. Ainsi naissait l'effet de flexibilité. Lors de l'impact, le tranchant conservait son acuité et le milieu amortissait les vibrations. Même les forgerons modernes considèrent cet équilibre comme une merveille technologique de son temps. Mais la technique n'était pas la seule chose qui faisait de la hache une arme de terreur. L'effet psychologique était tout aussi important. L'adversaire, voyant devant lui un homme armé d'une telle hache, perdait souvent sa volonté de résister.
Les tests sur le terrain des reconstructeurs montrent que le son d'un bouclier qui éclate sous un coup de hache provoque chez les observateurs une peur instinctive, ancienne, presque animale. C'est précisément ce dont les Vikings tiraient parti. La peur de l'ennemi faisait partie de leur stratégie. Lorsque la troupe levait les haches simultanément, l'air se remplissait d'un grondement sourd, comme la mer avant une tempête. Ce son était un signal. La bataille commence. Et à l'instant où les premiers coups s'abattaient sur les boucliers, tout se mêlait. Le cri, le cliquetis du fer, le rugissement des hommes, et quelque part dans ce chaos brillait le fil de la hache, portant déjà le destin d'une nouvelle victime. Cependant, la gloire de la hache danoise ne s'est pas arrêtée sur les champs d'Angleterre. Elle a commencé à changer la culture militaire européenne elle-même. Dès la génération suivante, même les anglo-saxons ont commencé à adopter les méthodes de combat nordiques, créant leurs propres unités de hacheurs. Le temps des épées cédait la place à l'ère de la lame capable de fendre l'armure, et la conscience de l'ennemi en même temps. Et quand le guerrier du Nord se tenait sur la rive, appuyé sur sa hache, le soleil se couchait derrière la ligne du fjord, et l'ombre de sa lame se posait sur l'eau, comme un signe. C'était le symbole d'une détermination extrême, et la promesse que celui qui lèverait cette lame ne reviendrait jamais le même. C'est à partir de ce moment que la hache danoise a cessé d'être simplement une arme, elle est devenue une légende. Les premiers rayons du soleil tombent sur les boucliers alignés en mur. L'air tremble au cri des corps. La mer derrière bouillonne, devant la terre de l'ennemi. C'est l'aube de la bataille de Stiklestad, 1030, Norvège. Ici, selon les chroniqueurs, ce ne sont pas seulement des armées qui se sont affrontées, mais des époques, l'ancienne fureur païenne contre la nouvelle foi. Parmi les guerriers se tenant au premier rang, on distingue les longs manches des haches, les haches danoises. Leurs lames brillent comme des langues de feu. Personne ne parle, seulement la respiration, seulement un pas en avant. Les historiens notent que lors de cette bataille, les Vikings ont appliqué pour la première fois une formation combinée, où les combattants à la hache ne se trouvaient pas à l'avant-garde, mais légèrement derrière les lanciers. Ainsi, ils pouvaient porter des coups par le haut, brisant la défense de l'adversaire en arc de cercle. Cette décision a changé le cours de la bataille. Elle a montré que la hache danoise n'était pas seulement un instrument de destruction, mais une partie d'un système militaire. Celui qui maniait la hache savait, pour survivre, il fallait sentir le rythme du combat. D'abord, le coup de lance, puis le mouvement de la hache, puis un pas en avant. Tout se passait en quelques secondes. Une erreur coûtait la vie. C'est pourquoi les Vikings s'entraînaient non seulement à la force, mais aussi à la respiration. Des archéologues modernes ont trouvé à Birka et Ödeby des terrains d'entraînement où les guerriers s'exerçaient au cou sur des mannequins en bois remplis de sable. Ces découvertes confirment que l'art de manier la hache était un système, et non une fureur aléatoire. Les chroniques décrivent qu'à la bataille de Stiklestad, les lames des haches laissaient de profondes entailles, même sur les boucliers en chêne. Un des poètes scandinaves, le skald Thorfinn, a écrit « Les haches chantaient, et leur chant était celui du vent et du sang ». Cette métaphore transmet avec précision la sensation. Le coup de hache ne se contentait pas de détruire, il créait un son qui glaçait le dos même des alliés. Il existe le concept de Fulldredge. C'est un terme vieux norrois signifiant guerrier accompli. On appelait ainsi celui qui avait franchi toutes les étapes de la préparation et pouvait combattre dans n'importe quelle situation. Contrairement aux miliciens ordinaires, les Fulldredge maîtrisaient plusieurs types d'armes à la fois, la lance, l'épée et la hache. Mais c'est avec la hache danoise qu'il se sentait le plus à l'aise. C'était un instrument auquel on pouvait faire confiance, comme à son propre cœur. Les données archéologiques montrent que les haches étaient souvent ornées de gravures ou d'incrustations d'argent. Sur certaines découvertes, on peut voir des motifs de serpents ou de loups, symboles de force et de ruse. Ces images avaient une signification non pas décorative, mais magique. Les Vikings croyaient que chaque dessin renforçait l'esprit de l'arme. Quand un guerrier levait sa hache, il ne levait pas seulement du métal, mais une créature vivante, capable de protéger ou de se venger. Mais la force de la hache danoise ne se révélait pas seulement au combat, mais aussi dans ce qui se passait après. Les sagas racontent que les guerriers, ayant survécu aux batailles, ne se pressaient pas d'enterrer leurs armes. Ils plaçaient les haches à côté des défunts, comme pour leur transmettre la continuation de la bataille dans l'au-delà.
Dans certaines tombes, on a trouvé 2 haches, une de combat, l'autre rituelle. Cela prouve à quel point l'arme était profondément liée à leur foi. Le poids de la hache permettait l'impossible, de trancher non seulement l'armure, mais aussi le bois, Et même la jambe d'un cheval d'un seul coup. Des tests modernes de reconstruction de haches danoises confirment que si le coup est porté à un angle de 45 degrés, la force d'impulsion est égale à environ 150 kg de pression par centimètre carré. Pour un homme de cette époque, c'est la frontière entre la vie et la mort. Mais les Vikings frappaient rarement pour tuer. Leur but était de briser la formation. Un coup sur un bouclier pouvait déséquilibrer plusieurs combattants à la fois. Quand le front commençait à vaciller, les berserks se précipitaient en avant, brisant la défense. C'est alors que la hache danoise se transformait d'arme en outil de percée. Selon les historiens, la bataille de Stiklestad est devenue le symbole de la fin de l'ère païenne. Mais dans la mémoire culturelle des Nordiques, elle est restée comme un hymne à la détermination humaine. Là où la foi et la fureur s'affrontaient, une nouvelle compréhension de la force naissait, non pas celle qui brise avec l'épée, mais celle qui endure les coups du destin. C'est ici que se forme l'archétype qui deviendra ensuite un mythe, le guerrier, seul contre 100, et sa hache, le prolongement de son esprit. Quand un tel homme tombait, la terre sous lui absorbait son énergie. Les archéologues notent que de nombreuses sépultures de cette époque sont situées de manière à ce que la lame de la hache pointe vers le nord, vers la terre des dieux. Les témoignages des chroniqueurs rapportent qu'après la bataille, les corps des défunts n'étaient pas enterrés avant longtemps. On pensait que si le sang s'imprégnait dans la terre, cela renforcerait la tribu. Il y a une certaine poésie là-dedans. L'acier retourne à la terre d'où il a été forgé et se prépare pour une nouvelle guerre. La hache viking n'était pas seulement une arme de destruction, Elle était un symbole du lien entre la terre, l'homme et les dieux. Quand sa lame traversait l'air, elle semblait fendre la frontière entre les mondes. Et c'est pourquoi, même des siècles plus tard, lorsque nous regardons ces anciennes découvertes dans les musées, il semble que de leur tranchant émane encore un froid, le souffle du passé qui ne lâche pas prise. Mais l'histoire de la hache danoise ne s'est pas achevée sur les champs de Norvège. Elle a continué à vivre entre les mains de ceux qui ont adopté sa forme, mais n'ont pas compris son esprit. Et c'est précisément dans ce contraste, entre la force et le sens, que se cache le prochain chapitre de cette légende. Le fracas de la bataille s'estompe, mais l'écho des coups des haches danoises continue de résonner dans la mémoire de l'Europe. Après Stiklestad, les mercenaires nordiques commencent à apparaître bien au-delà de leurs fjords. On les appelle en Angleterre, en France, à Byzance. Là où il faut inverser le cours d'une bataille, là apparaissent des hommes aux longues haches. Leur présence devient le signe de l'heure décisive. Mais maintenant, ces combattants ne sont plus de simples barbares. Ce sont des professionnels de la guerre. C'est ainsi que naît un nouveau nom, devenu légende, les Varegs. Les historiens notent qu'au sein de la garde impériale byzantine, connue sous le nom de garde Vareg, la hache danoise est devenue l'arme principale. Les chroniques du XIe siècle contiennent des écrits. Ils portent des haches qui brillent comme l'argent, et quand ils bougent, la terre tremble. Ces hommes gardaient l'empereur, participaient à des campagnes au Moyen-Orient, combattaient les Normands et les Sarrasins. Ils étaient reconnaissables à un seul son, le sifflement lourd avec lequel la lame s'abattait. Une telle arme exigeait non seulement de la force, mais de la discipline. La garde Vareg s'entraînait selon un horaire strict, utilisant ce qui serait plus tard appelé des formes de combat, des séries de mouvements où chaque pas et chaque rotation de la hache étaient calculés à l'avance. Des chercheurs modernes, ayant étudié les bas-reliefs de Constantinople, suggèrent que la technique de maniement de la hache danoise avait des similitudes avec les techniques des hallebardes orientales. Mais contrairement à celle-ci, l'arme scandinave était plus rapide et plus mortelle au corps à corps. Le terme clé de cette période est angon. C'est ainsi que les Byzantins appelaient les longues armes d'astes des Nordiques, sans distinguer les lances des haches. Mais c'est précisément la hache danoise qui se distinguait par son équilibre. Le manche en frêne dense assurait la flexibilité et le centre de gravité, décalé vers la lame, créait un effet de pendule.
Cela permettait aux guerriers de porter des coups non seulement par le haut, mais aussi sur les côtés, brisant la défense. Les Varegs ont acquis la réputation d'hommes qui ne connaissaient pas la peur. On disait que lors du siège de Constantinople, lorsque les murs tremblaient sous les béliers, l'empereur les envoyait précisément eux pour repousser les attaques. Leurs haches ne se contentaient pas de fendre les corps, elles brisaient les échelles, les boucliers, même les portes en bois. Les chroniques byzantines notent que aucune arme, à l'exception de leurs haches, ne pouvait arrêter l'assaut des Francs. Les découvertes archéologiques confirment les dires des chroniqueurs. En Suède, près du lac Malar, plusieurs haches de type byzantin ont été trouvées, ornées de fils d'argent avec une lame soigneusement équilibrée. De tels exemplaires n'étaient pas utilisés par les paysans, c'était l'arme de l'élite qui coûtait, en équivalent monétaire moderne, autant qu'un bon cheval de guerre. Mais la force des Varegs résidait non seulement dans leurs armes, mais aussi dans leur serment. Chaque membre de la garde prêtait un serment de fidélité jusqu'au dernier souffle. On croyait que le guerrier tombé en défendant l'empereur serait admis au Valhalla sans épreuve. C'est pourquoi, même dans les dernières minutes, lorsque le combat tournait au chaos, les Varegs ne reculaient pas. On les appelait le cercle de fer. La métaphore du cercle de fer est encore vivante aujourd'hui. Imagine la scène, chaleur, poussière, odeur de goudron. Sur les murs de Constantinople, de la fumée. Une foule d'ennemis se heurte aux portes. Et voilà que, du coin de la rue, sort une formation de Varegs. Ils avancent lentement, comme si la mort elle-même avançait. Leurs haches, non pas des armes, mais un signe de jugement. Un seul coup, et la ligne d'attaque se brise. Un second, et les ennemis fuient déjà. Ce n'est pas seulement une bataille, c'est un théâtre de la force. Cependant, c'est ici, dans les flammes des guerres byzantines, que la hache danoise commence à changer. Les forgerons de l'Orient lui ajoutent de nouvelles formes. Ils renforcent le contre-tranchant, élargissent la lame. Certains spécimens se transforment en véritables œuvres d'art. Mais, avec cela, la sauvagerie originelle, cet instinct pur du combat nordique, se perd. L'arme devient un symbole de pouvoir, une partie des cérémonies. Les historiens écrivent qu'au XIe siècle, les haches des Varegs étaient utilisées non seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans les rituels de serment. La lame touchait l'épaule du nouveau guerrier, signe qu'il était désormais lié à la fraternité par le sang. Et pourtant, malgré les nouvelles formes, l'essence restait la même. La hache était un rappel, force et honneur sont inséparables. Les tests modernes des reconstructeurs montrent que même en copiant précisément la forme des haches byzantines, il est impossible d'atteindre la même dynamique que les haches danoises originales. Le métal, la méthode d'alliage, l'équilibre, tout cela a été perdu. Peut-être parce que l'esprit lui-même a été perdu, ce même ougre, cette détermination intérieure, sans laquelle la lame n'est qu'un simple fer. Et quand les Varegs entraient chez eux, leurs haches n'étaient plus de simples armes. Elles devenaient des reliques. Elles étaient transmises en héritage, placées dans les tombes avec les cottes de mailles. Pour les descendants, c'était un signe. L'homme qui possédait une telle arme se tenait à la frontière des mondes. À partir de ce moment, la hache danoise se transforme en symbole de transition, de la liberté barbare à la tradition militaire organisée. Sa lame ne tranchait plus seulement les ennemis, mais reliait aussi les époques. Quand nous la voyons sur les bas-reliefs et les fresques, nous ne voyons pas seulement du fer, mais la trace de la volonté humaine, l'empreinte d'une force que l'on ne peut mesurer ni par le poids, ni par la longueur du manche. Mais derrière la gloire des Varegs et de leurs haches se cache un prix payé par ceux qui vivaient les armes à la main. Et ce prix ne peut être compris que là où l'histoire cesse d'être héroïque, dans les dernières minutes avant la mort. C'est là que nous mène le chapitre suivant. La poussière retombe sur les champs de bataille, mais la trace de la hache danoise ne reste pas seulement dans la terre, elle s'imprime dans la mémoire même de l'Europe. Après la chute de Byzance et l'extinction de l'ère viking, la hache disparaît des champs de bataille, mais pas des cœurs. Son ombre plane toujours sur le nord. Chaque forgeron qui prend le métal sait, il ne forge pas seulement une arme, il répète un rythme ancien qui, pendant des siècles, a dicté le cours de la fureur humaine.
mais la gloire est toujours suivie d'une rançon. Et cette rançon est dans le sang versé lors de la dernière grande bataille, où la hache danoise a retenti pour la dernière fois comme la voix des dieux. C'était l'an 1066. L'Angleterre. La bataille de Stamford Bridge. La bataille où a péri la dernière ombre du monde viking. Les annales racontent l'histoire d'un géant à la hache qui, seul, a tenu un pont contre toute une armée du roi Harold. L'histoire n'a pas conservé son nom. On dit seulement qu'il se tenait comme un mur, et chaque fois que sa hache se levait, un homme tombait. Le soleil se reflétait sur la lame, et il semblait que Tyr lui-même, le dieu de la guerre, était revenu sur terre. Le chroniqueur a écrit « Il les frappait comme un bûcheron abat une forêt, et les corps gisaient les uns sur les autres. » Cette image est devenue le symbole de la fin d'une ère. Un homme, une arme et toute une histoire concentrées en un instant. Les guerriers d'Harold tentaient de le contourner, lançaient des lances, mais il continuait de tenir jusqu'à ce qu'il soit frappé par une lance par le bas à travers les planches du pont. C'est ainsi que périt le dernier gardien de la fureur nordique. Sa hache tomba dans l'eau, et avec elle, une époque s'éteignit. Les découvertes archéologiques dans la région de York confirment des hommes armés de haches danoises typiques ont effectivement combattu dans ces terres. Leurs formes correspondent parfaitement aux spécimens du Xe siècle, ce qui prouve que, même 100 ans plus tard, cette arme restait un symbole fidèle de l'élite combattante. Le terme qui décrit ce moment est « drang ». En vieux norrois, ce mot signifiait « homme d'honneur », guerrier qui ne recule pas d'un pas. Dans les sagas, le drang n'est pas seulement un héros, c'est celui qui vit pour l'exploit, même s'il sait qu'il va mourir. Pour lui, la mort n'est pas une fin mais une transition. Quand le dernier drang sur le pont a levé sa hache, il savait qu'il périrait, mais il n'a pas reculé. C'était un acte de force non pas militaire, mais spirituel. Les historiens modernes estiment que c'est ce jour-là, à Stamford Bridge, que l'ère scandinave a pris fin. 3 semaines plus tard, une autre armée, normande, débarquerait en Angleterre et apporterait une nouvelle ère de chevaliers et d'épées. Mais le symbole de la force resterait le même, une large lame, un manche et un homme prêt à aller jusqu'au bout. Même les épées de chevaliers de Normandie seraient plus tard forgées avec une courbure rappelant le profil de la hache danoise. La métaphore, née sur ce champ, est simple et terrifiante. La lame de la hache est la frontière entre les mondes. Chaque fois qu'elle s'abat, une nouvelle histoire naît, et l'ancienne s'efface dans l'ombre. Ainsi en fut-il ce jour-là, coup après coup, souffle après souffle, jusqu'à ce que le dernier son s'éteigne. Lorsque le silence s'abattit sur la rivière et que seule l'eau emportait le sang et les fragments d'armure en aval, il semblait que même les dieux s'étaient détournés. Mais la force de la hache n'est pas seulement dans la destruction. Elle réside dans sa capacité à créer l'ordre à partir du chaos. Après Stamford Bridge, l'arme des berserks est devenue un symbole de résilience. Elle était représentée sur les pierres tombales, dans les blasons, dans les ornements des navires. Même des siècles plus tard, lorsque les Scandinaves partaient pour de longs voyages, ils gravaient le signe de la hache sur les mâts, comme une promesse de ne pas abandonner le combat tant qu'ils seraient en vie. Les recherches scientifiques de ces dernières années ont montré que le métal à partir duquel les haches danoises étaient forgées contient des traces de carbone caractéristiques du minerai de tourbière. Cela signifie que le matériau était extrait à la main des gisements de tourbe, purifié, chauffé, trempé. Chaque morceau de métal passait des dizaines de fois entre les mains de l'artisan, et lorsque la lame prenait enfin forme, elle conservait en elle le souffle de l'homme. C'est peut-être pourquoi ces haches ne se brisaient pas, même lorsque leur maître périssait. Un spécimen, trouvé dans une sépulture datant d'environ cette époque, est conservé au musée d'Oslo. Sa lame, recouverte de patine, fend toujours l'air si l'on passe la main. Sur le manche, des traces de paumes sont conservées, des marques imprimées par de longs entraînements. Ce n'est pas seulement un artefact, c'est le témoignage qu'une arme peut être le prolongement de l'âme. Les psychologues étudiant le phénomène de la folie guerrière des berserks affirment les Vikings entraient dans un état proche de la transe. Leur respiration s'accélérait, leur pouls battait dans leurs tempes, leur corps devenait insensible à la douleur.
Mais c'est précisément la hache danoise, son poids et son rythme qui les aidaient à contrôler ce chaos. Chaque coup était comme une expiration, chaque pause, une inspiration. Ainsi naissait l'harmonie entre la fureur et la conscience. Et quand le dernier dragne tomba, quand sa hache disparut sous l'eau, la légende ne mourut pas. Elle se dissipa dans le vent du nord, dans le son des marteaux de forgerons, dans l'éclat de l'acier. Les hommes ne combattaient plus au nom des dieux, mais quiconque levait une lame ressentait le même frisson, celui-là même que ressentait autrefois le berserk avec la hache danoise en main. L'ère des épées commença. Mais le souvenir de la hache demeura comme une blessure, comme un rappel que la véritable force ne réside pas dans l'arme, mais dans celui qui ose la brandir. Et quelque part, sous les couches de terre et de temps, cette hache attend toujours son heure, pour rappeler au monde de quoi il est fait. Mais l'histoire ne connaît pas de repos. Chaque arme, même ensevelie sous les siècles, revient un jour, non pas comme du fer, mais comme une idée. De nos jours, la hache danoise revit, entre les mains de reconstructeurs, de forgerons, d'historiens. Sa forme est étudiée au millimètre près. Les scientifiques créent des modèles tridimensionnels, mesurent l'angle d'affûtage, la répartition de la masse, la dynamique du coup. Et pourtant, malgré tous leurs efforts, ils ne parviennent pas à restituer ce que les anciens appelaient la force de l'esprit de la lame. Parce que ce n'est pas de la physique, c'est un état. Quand un homme prend la hache danoise, il ressent le poids non pas du métal, mais de l'histoire. Chaque mouvement semble un rituel. Il n'y a pas de hasard dans cette arme. Sa forme témoigne d'un équilibre entre destruction et création. On peut tuer avec, mais on peut aussi trancher le mensonge, la peur, la faiblesse. C'est en cela son sens éternel. Aujourd'hui, elle est devenue un symbole non de violence, mais de mémoire. On la représente sur les blasons, dans les emblèmes des clubs de reconstitution, dans les logos de marque liés à la force et à l'honneur. Ces copies sont exposées dans les musées, non comme un instrument de meurtre, mais comme un code culturel. Car la hache danoise, ce n'est pas seulement une lame et un manche. C'est l'incarnation de la volonté humaine, du désir de dépasser les limites du corps et du temps. Et si l'on écoute attentivement, quand le forgeron frappe l'acier avec son marteau, on peut entendre le même son qu'il y a 1000 ans. L'écho de l'ancien Nord vit dans chaque coup. Il rappelle: la force, ce n'est pas la fureur, mais la capacité de la maîtriser. La hache danoise enseigne non pas à détruire, mais à comprendre que toute action laisse une trace. Et peut-être c'est en cela sa dernière et la plus sage bataille.